Et si je vous disais que les années 1960 n'étaient pas seulement des signes de paix et du flower power, mais aussi le foyer de films si choquants que les censeurs les ont pratiquement enterrés vivants? Des films qui ont fait s'évanouir les critiques, enrager les politiciens et pousser les propriétaires de cinéma à enfermer les bobines dans des coffres. Comment une seule décennie a-t-elle pu produire autant de scandales à l'écran? Restez à l'écoute, car nous plongeons dans 15 films explosifs des années 60 qui ont secoué Hollywood et disparu de la vue jusqu'à ce que des spectateurs audacieux les ramènent. Psychose, 1960. Alfred Hitchcock n'a pas seulement sorti un thriller en 1960, il a largué une bombe sur le cinéma américain. Psychose s'ouvrait avec quelque chose d'inouï à l'époque. Un couple non marié partageant une chambre. Cela seul a mis les groupes religieux en colère. Mais ensuite est venue la célèbre scène de la douche. Les spectateurs ont crié, se sont évanouis, ont même quitté les salles de cinéma en courant. Certaines salles ont même installé des sels odorants pour les urgences du public. Les critiques l'ont qualifié de malsain. Le New York Times l'a appelé « une tache sur l'industrie ». Hitchcock a embrassé le chaos. Il a interdit l'entrée tardive aux projections, obligeant les cinémas à afficher de grands panneaux. Personne n'est admis après le début du film. Les files d'attente faisaient le tour des pâtés de maison. Les fans étaient terrifiés, mais ne pouvaient pas détourner le regard. Ce qui a vraiment paniqué les censeurs, c'était l'idée d'un tueur qui avait l'air ordinaire. Norman Bates n'était pas un monstre masqué. Il était un réceptionniste de motel poli qui pourrait vivre à côté. Cela effrayait les gens bien plus que n'importe quelle créature en costume de caoutchouc. Pendant des années, les chaînes de télévision ont refusé de le diffuser sans coupure. Les critiques ont essayé d'enterrer l'expérience de Hitchcock comme étant de mauvais goût. Pourtant, le public a eu le dernier mot, faisant de Psychose l'un des films les plus rentables de la décennie. Ironiquement, le film que certains voulaient cacher a fini par inventer le film d'horreur moderne. Aujourd'hui, la scène de la douche est étudiée image par image, mais à l'époque, elle était traitée comme un crime. Spartacus, 1960. En surface, Spartacus ressemblait à une autre grande épopée romaine, avec Kirk Douglas brandissant des épées et des armées en marche. Mais derrière les sandales et les chars se cachait une tempête politique. Pourquoi? Le scénario a été écrit par Dalton Trumbo, un scénariste mis sur liste noire dans les années 1940 pour avoir refusé de témoigner devant le Congrès. Hollywood avait juré de ne plus jamais le laisser travailler. Douglas a déchiré cette règle tacite en mettant le vrai nom de Trumbo au générique. Ce seul crédit a provoqué des ondes de choc. Les politiciens ont appelé au boycott. L'American Legion a attaqué le film comme anti-américain. Certaines salles ont carrément refusé de le projeter. Les patrons de studios ont paniqué, craignant que Douglas ait investi des millions dans un projet qui ne serait jamais autorisé à réussir. Mais le public a rempli les salles de cinéma quand même. La controverse a aidé à stimuler les ventes de billets, transformant Spartacus en un succès qui a brisé le pouvoir de la liste noire. Les batailles ne se sont pas arrêtées là. Les censeurs ont essayé de supprimer des sections entières. La scène des termes romains était considérée comme bien trop suggestive, et pendant des décennies, elle a été absente de la plupart des versions. Douglas lui-même a admis qu'il avait dû se battre bec et ongles pour garder le film intact. Les séquences manquantes n'ont été restaurées que des décennies plus tard, bien après que le public ait déjà couronné Spartacus comme une légende. En fin de compte, Spartacus ne concernait pas seulement les esclaves se révoltant contre Rome. Il s'agissait d'artistes se levant contre la censure. Cela a brisé la liste noire et a changé Hollywood à jamais. Ce qui a commencé comme un pari risqué est devenu un tournant culturel, bien que beaucoup de ceux qui ont vécu la controverse aient essayé de prétendre que cela n'avait jamais eu lieu. The Manchurian Candidate, 1962. Imaginez réaliser un thriller politique sur un soldat conditionné pour assassiner un candidat à la présidence, puis voir le vrai président se faire tuer à Dallas juste un an plus tard. C'est ce qui a condamné The Manchurian Candidate. Réalisé par John Frankenheimer et avec Frank Sinatra, il a frappé le public comme un coup de poing dans le ventre. C'était élégant, intelligent et terriblement plausible. Mais une fois le président Kennedy assassiné en 1963, The Manchurian Candidate est passé d'un divertissement audacieux à quelque chose de bien trop réel. Les distributeurs l'ont retiré de la circulation. Certains disaient que Sinatra lui-même avait demandé son retrait parce que les parallèles étaient si troublants. Pendant des années, il était presque impossible de trouver une copie. Les critiques murmuraient qu'Hollywood l'avait enfermé exprès, comme si c'était trop dangereux de laisser les gens le regarder. La force du film venait de la façon dont tout semblait ordinaire. Un soldat décoré contrôlé sans le savoir.
Une mère sans cœur manipulant la politique. Un complot qui semblait tirer directement des gros titres. Quand une véritable tragédie a frappé, le public n'a pas pu séparer la fiction de la réalité. Le film a simplement disparu. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que The Manchurian Candidate a refait surface en large diffusion. À ce moment-là, il avait acquis un statut mythique en tant que le film interdit de Sinatra. En le regardant aujourd'hui, le film conserve encore ce frisson inquiétant. Dans les années 60 cependant, c'était trop proche pour être confortable, caché comme un dossier secret que personne ne voulait ouvrir. Qui a peur de Virginia Woolf? 1976. Elizabeth Taylor et Richard Burton n'étaient pas seulement un couple puissant d'Hollywood, ils étaient le feu et l'essence. Et Qui a peur de Virginia Woolf? Était l'allumette. Adapté de la pièce d'Edward Albee, le film piégeait les spectateurs dans un salon avec deux personnes se déchirant à coups d'insultes, d'alcool et de jeux psychologiques. Les censeurs le détestaient. Pourquoi? Parce que chaque réplique dégoulinait de langage que le code désuet d'Hollywood avait interdit pendant des décennies. Le studio a supplié le réalisateur Mike Nichols de l'adoucir. Il a refusé. Le personnage de Taylor, Martha, traitait les gens de cinglés. Et pire, cela peut sembler anodin aujourd'hui. Mais en 1966, c'était pratiquement de la dynamite. La Légion catholique de la décence a exigé des coupes. Les cinémas hésitaient. La MPAA, coincée dans le passé, ne savait pas quelle classification lui attribuer. Au lieu de l'interdire complètement, ils ont inventé une nouvelle étiquette, suggérée pour un public adulte seulement. C'était la fissure dans le barrage qui a finalement conduit au système de classification moderne. Le scandale n'a fait qu'ajouter à son mystique. Les spectateurs se sont rués pour voir Taylor et Burton se déchirer, comme s'ils assistaient à un derby de démolition du mariage. Le film a remporté 5 Oscars, prouvant que la controverse pouvait être payante. Mais lors de sa première sortie, de nombreuses villes ont refusé de le projeter. Pour elle, ce n'était pas de l'art. C'était Hollywood, admettant enfin que les adultes parlaient comme de vrais adultes. Bonnie et Clyde, 1967. Quand Bonnie et Clyde est sorti dans les salles en 1967, les critiques étaient horrifiés, pas seulement choqués, furieux. Le New York Times l'a qualifié de « travail bon marché ». Pourquoi? Parce que le film d'Arthur Penn sur deux braqueurs de banque de l'époque de la Grande Dépression traitait la violence avec une sorte de beauté étrange. Les balles volaient au ralenti, le sang éclaboussait comme un balai et le public était stupéfait. Certains l'ont qualifié d'immoral, d'autres ont dit que c'était révolutionnaire. Au début, le film a fait un flop. Warner Brothers a failli le retirer des salles après un démarrage désastreux. Mais ensuite, les jeunes ont commencé à affluer en masse. Ils n'étaient pas scandalisés, ils étaient électrisés. Le bouche à oreille s'est répandu, et bientôt, Bonnie et Clyde sont devenus des icônes de la rébellion. Pendant ce temps, les censeurs ont supplié le studio de couper des scènes, surtout la fusillade finale. La réponse a été non, la réaction a été intense. Certaines salles ont refusé de le projeter. Des politiciens l'ont accusé de glorifier les criminels. Un critique a même dit que c'était une gifle pour les forces de l'ordre. Mais ce qu'ils ont manqué, c'est la vision d'ensemble. Bonnie et Clyde ont capturé le désenchantement des années 60. Cela montrait que l'autorité n'était pas toujours héroïque, que les soi-disant gentils ne gagnaient pas toujours. C'était un message que les jeunes comprenaient instantanément. La dernière ironie, le film qui était censé être caché et honteux, a fini par lancer tout le mouvement du nouveau Hollywood. Soudainement, le réalisme brut et les anti-héros étaient en demande. Bonnie et Clyde sont morts sous une pluie de balles, mais leur film a réécrit les règles du cinéma. Devine qui vient dîner? 1967. Au moment où Devine qui vient dîner a été présenté en première, Sidney Poitier était déjà l'acteur noir le plus respecté d'Hollywood, mais même lui n'a pas pu sauver le film de la controverse. L'histoire était simple. Une jeune femme blanche ramène chez elle son fiancé, un médecin noir à succès, pour rencontrer ses parents libéraux. Cela semble banal aujourd'hui, n'est-ce pas? En 1967, c'était explosif. Pourquoi? Parce que le mariage interracial était encore illégal dans de nombreux États-Unis. États. La décision de la Cour suprême dans l'affaire Loving contre Virginie, la légalisant, avait eu lieu seulement quelques mois avant la sortie du film. Cela signifiait que ce n'était pas juste une histoire, c'était une déclaration. Et les déclarations rendaient les censeurs nerveux. Certains cinémas dans le Sud ont carrément refusé de le projeter. Les journaux débattaient pour savoir si Hollywood était allé trop loin. Dans les coulisses,
18. Même le studio était nerveux. Le scénario a été adouci pour éviter toute intimité physique qui pourrait enflammer davantage le public. Poitier lui-même était frustré, disant qu'il en avait assez d'être toujours le parfait homme noir. Brillant, poli, sans défaut, les critiques ont accusé le film de jouer la carte de la sécurité. Mais le public, il est venu quand même, beaucoup étant curieux de voir de quoi il s'agissait. Le film a remporté 2 Oscars, mais son héritage dépasse les récompenses. Devine qui vient dîner a forcé le public à affronter l'hypocrisie des gens tolérants qui se rétractaient encore lorsque les idéaux devenaient réalité. Pendant des années après, les chaînes de télévision ont hésité à le diffuser sans coupure, et pourtant aujourd'hui, il reste comme une capsule temporelle d'un choc culturel que l'Amérique n'était pas prête à affronter. The Graduate, 1967. The Graduate ressemblait à une comédie sur le passage à l'âge adulte, mais il est devenu l'un des films les plus controversés de la décennie. Dustin Hoffman a joué Benjamin Braddock, un diplômé universitaire confus, dérivant dans un brouillard d'ennui et d'attente. Ce qui a provoqué les gens, c'était l'histoire d'un jeune homme entraîné dans une relation interdite avec une femme plus âgée. Hollywood n'avait jamais abordé le mécontentement suburbain avec une telle franchise. Les critiques étaient divisées. Certains l'ont salué comme un génie, d'autres l'ont qualifié d'immoral et de vulgaire. Des groupes religieux ont exigé son interdiction dans plusieurs villes. Ce qui les a le plus choqués, ce n'était pas seulement le contenu, mais le ton. Le réalisateur Mike Nichols a filmé la banlieue, non pas comme un rêve douillet, mais comme un piège étouffant. Des piscines vides, des cocktails silencieux et la célèbre bande sonore de Simon & Garfunkel ont transformé le confort de la classe moyenne en cauchemar. Les spectateurs, surtout les jeunes, ont adoré. Ils voyaient leur propre frustration reflétées à l'écran. L'idée que le rêve américain pouvait être creux était considérée comme scandaleuse en 1967. Mais à la fin du film, lorsque Benjamin et Hélène sont assis en silence dans ce bus, sans sourire, non triomphant, mais perdus dans l'incertitude, cela a laissé les gens bouleversés. Les censeurs détestaient à quel point le film s'en sortait. Ils soutenaient que son ton se moquait des valeurs américaines. Les dirigeants de studios craignaient des interdictions, mais Nichols a refusé de l'édulcorer. Le résultat? Un blockbuster qui a brisé les attentes, remporté des Oscars et prouvé qu'un film pouvait être à la fois scandaleux et extrêmement rentable. Pendant des années, les critiques ont essayé de le rejeter comme un gadget. Au lieu de cela, le lauréat est devenu le modèle pour les films sur la rébellion générationnelle. Luc, la main froide, 1967. Les yeux bleus de Paul Newman ont peut-être fait les gros titres, mais Luc la main froide a marqué l'histoire en défiant l'autorité à l'écran de manière que Hollywood permettait rarement. Le film suivait Luc, un petit criminel envoyé dans un camp de travaux forcés brutal du Sud. Ce qui l'a mis en difficulté, ce n'était pas seulement la violence, c'était le message sous-jacent. L'autorité est cruelle, le système est défaillant, et la rébellion a de la dignité. Dès le début, les censeurs se sont hérissés. Les scènes où Luc est battu, torturé et humilié ont testé les limites de ce qui était acceptable. Le célèbre concours de mangeurs d'œufs est devenu une blague culturelle. Mais pour les censeurs, c'était un autre rappel du ton de défiance implacable du film. Quand Luc se moque des gardiens de prison avec sa phrase fétiche, ce que nous avons ici, c'est un échec de communication. Cela est devenu un hymne de rébellion qui a touché une corde sensible à travers l'Amérique. Les autorités n'étaient pas amusées. Certaines salles de cinéma dans le Sud ont refusé de le projeter, affirmant qu'il insultait les forces de l'ordre. Les dirigeants du studio ont essayé de minimiser la controverse, mais le public a adoré. Ils voyaient Luc comme un martyr de l'individualité à une époque où les manifestations et les mouvements contre-culturels redéfinissaient la société. L'héritage de Luc, la main froide, est qu'il a osé représenter les figures d'autorité non pas comme des protecteurs nobles, mais comme imparfaits et même cruels. C'était trop pour les censeurs de l'époque, et pourtant le public l'a adopté, gardant la légende vivante. Ce qui était autrefois un paratonnerre est maintenant considéré comme l'un des plus grands films américains jamais réalisés. The Wild Angels, 1966. The Wild Angels de Roger Corman n'a pas seulement suscité la controverse, il a mis le feu à l'establishment. Avec Peter Fonda et Nancy Sinatra, le film suivait un gang de motards alors qu'ils roulaient, se battaient et défiaient toutes les normes de la société polie. En 1966, ce n'était pas du divertissement.
Pour de nombreux Américains, c'était la menace. Ce qui a le plus secoué les gens, ce n'était pas seulement l'anarchie, c'était l'attitude. Le gang n'a pas été puni de manière ordonnée à la Hollywood. Il faisait la fête, se battait avec les flics et traversait les petites villes sans remords. Les critiques conservateurs y voyaient une glorification de la rébellion. Les groupes de parents ont exigé des interdictions. Au Royaume-Uni, le film a été carrément interdit jusqu'en 1972. En Amérique, il était principalement diffusé dans les drive-in et les cinémas de quartier, souvent sous la protestation de la police. Corman a exploité la fureur. Il l'a commercialisé avec le slogan « Nous voulons être libres, rouler sur nos machines sans être embêtés par l'homme ». Cette phrase était tirée directement du film et est devenue un cri de ralliement de la contre-culture. Pour les censeurs, c'était une déclaration de guerre ouverte. Pendant des décennies, The Wild Angels a été considéré comme une mauvaise influence, trop dangereux pour la télévision. Mais avec le recul, c'était le coup d'envoi d'une nouvelle ère du cinéma américain. Sans lui, il n'y aurait pas eu Easy Rider. Il a capturé une ambiance contre-culturelle, bien avant que Hollywood ne soit prêt à l'adopter. Le chaos même qu'il a enterré est exactement ce qui l'a rendu inoubliable. The Trip, 1967. Si The Wild Angels a choqué les parents, The Trip les a terrifiés. Réalisé par Roger Corman et écrit par Jack Nicholson, le film fut l'une des premières tentatives grand public de représenter une expérience de LSD. Peter Fonda jouait un homme dérivant à travers des visions psychédéliques en errant dans Los Angeles. À l'écran, les couleurs se déformaient, la réalité se tordait, et la narration traditionnelle se dissolvait en un chaos kaléidoscopique. Les censeurs ont explosé. Ils ont accusé le film de promouvoir la culture de la drogue à une époque où le LSD faisait la une des journaux comme un fléau social. Le Royaume-Uni l'a interdit purement et simplement, le qualifiant de « propagande dangereuse ». Aux États-Unis, les propriétaires de cinéma ont fait face à des manifestations locales et à des descentes de police occasionnelles. Les critiques l'ont rejeté comme étant de la pacotille. Les cinémas l'ont présenté comme un voyage éducatif. Mais tout le monde savait que cela faisait partie d'un changement culturel que Hollywood avait peur d'aborder. Ce qui le rendait encore plus infâme, c'était à quel point il semblait précis pour de nombreux jeunes spectateurs expérimentant de nouveaux modes de vie. Pour eux, The Trip n'était pas irresponsable, c'était honnête. Cette honnêteté effrayait encore plus l'establishment. Le film a été découpé, censuré et enterré dans les archives télévisuelles pendant des décennies. Ironiquement, The Trip est devenu l'un des films indépendants les plus rentables de la décennie. Il a ouvert la voie au cinéma expérimental à Hollywood, même s'il était condamné dans les journaux. En y repensant, cela peut sembler sage comparé à ce qui a suivi, mais en 1967, ce film était traité comme une urgence nationale. C'était trop réel, trop audacieux et trop réticent à suivre les règles. Valley of the Dolls, 1967. Lorsque Valley of the Dolls a été présenté en première, les publicités promettaient glamour, drame et scandale. Ce que le public a obtenu, c'était un regard brut sur les femmes dans le show business, luttant avec la célébrité, la pression et l'addiction aux pilules. Pour 1967, c'était pratiquement radioactif. Les critiques l'ont qualifié de sale, bon marché et dangereux. Certains ont même exigé qu'il soit retiré des salles. Le véritable problème n'était pas seulement l'intrigue, c'était l'exposition du côté sombre d'Hollywood. Le film montrait des étoiles montantes sous pression à cause de fausses promesses, rejetées lorsqu'elles vieillissaient et se médicamentant juste pour survivre. Cela touchait trop près de chez nous. Les studios, désespérés de protéger leur image, se sont distanciés du film. Les journaux publiaient des éditoriaux affirmant qu'il corrompait la jeunesse. Dans certaines villes, les propriétaires de cinéma faisaient face à des interdictions locales et des boycotts. Malgré le contre-coup, le public affluait. La controverse la rendait irrésistible. Les gens faisaient la queue non seulement pour l'histoire, mais pour avoir la chance de voir ce que Hollywood ne voulait pas qu'ils voient. Certains cinémas se vantaient même de ne pas avoir coupé les scènes offensantes. Le résultat fut un succès au box-office que les critiques détestaient, mais que les fans ne pouvaient s'empêcher de regarder. Pendant des années, Valley of the Dolls a été considéré comme du cinéma de bas étage, relégué à des diffusions tardives ou tronqué à la télévision, mais sa réputation a grandi. Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des premiers films à révéler que sous le glamour de la célébrité, il y a beaucoup d'obscurité.
À l'époque, cependant, c'était considéré comme un scandale. Midnight Cowboy, 1969. Midnight Cowboy n'a pas seulement enfreint les règles, il les a anéanties. Sorti en 1969. Il racontait l'histoire de Joe Buck, un vagabond texan qui déménage à New York en rêvant de succès, pour être finalement englouti par la solitude et l'exploitation. Associé à l'inoubliable Ratso Rizzo de Dustin Hoffman, le film était cru, sombre et implacable. Les critiques ne savaient pas quoi en faire. Le plus grand choc est survenu lorsque la MPAA l'a classé X, la même catégorie utilisée pour les films jugés inappropriés pour les cinémas respectables. Soudainement, Midnight Cowboy a été jugé inapproprié pour le grand public. De nombreux cinémas ont refusé de le projeter. Les annonceurs ont retiré leur soutien. Dans certains États, il a été effectivement interdit. Pourtant, la controverse n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Ce qui effrayait les gens n'était pas seulement le sujet, c'était l'honnêteté brutale. Le film montrait un New York dépouillé de son glamour, une ville de magouilleurs, de pauvreté et de rêves brisés. Pas de fin bien rangé, pas de message édifiant, juste la réalité brute. Pour beaucoup, c'était trop. Puis est venu le retournement. Malgré toute la controverse, Midnight Cowboy a remporté l'Oscar du meilleur film, le seul film classé X à l'avoir jamais fait. Du jour au lendemain, il est passé de scandale à légende. Mais pendant des années, les chaînes ont refusé de le diffuser sans coupure, et on en parlait plus qu'on ne le voyait réellement. Easy Rider, 1969. À la fin de la décennie, un film a capturé la contre-culture comme aucun autre. Easy Rider, réalisé par Dennis Hopper et mettant en vedette Peter Fonda et Jack Nicholson, n'était pas juste un road movie, c'était une rébellion sur roues. Deux motards traversent l'Amérique, alimentés par la liberté et poursuivis par la paranoïa. Cela a fait applaudir le public et paniquer les figures d'autorité. La controverse du film venait de sa défiance ouverte envers la tradition. Les personnages défiaient ouvertement la police, les politiciens et l'Amérique moyenne. Le style de vie libre qu'il dépeignait rendait furieux les critiques conservateurs. Certains États ont essayé d'interdire complètement les projections, affirmant que le film encourageait l'anarchie. La fin violente a choqué le public et a enragé les censeurs qui ont soutenu que c'était irresponsable, mais les jeunes l'ont vu différemment. Pour eux, Easy Rider était le film qui parlait enfin leur langue. Il a capturé le fossé générationnel en 2 heures de musique, de motos et de confrontation. Le système des studios ne l'avait pas vu venir. Réalisé pour moins d'un demi-million de dollars, il a rapporté des dizaines de millions. Soudain, Hollywood a réalisé que les jeunes qu'ils avaient ignorés étaient ceux qui remplissaient les salles. En coulisses, le chaos reflétait l'histoire. La réalisation de Hopper était erratique, les tempéraments explosaient, et le montage était un cauchemar. Ce désordre n'a fait qu'ajouter à la légende. Lorsqu'il est sorti en salle, il n'a pas seulement choqué l'establishment. Il a redéfini ce que les films pouvaient être. Pendant des années, Easy Rider a été censuré à la télévision et considéré comme trop dangereux pour le grand public. Aujourd'hui, on s'en souvient comme du film qui a ouvert le système en grand, mais en 1969, il était considéré comme une sirène d'alarme culturelle. Le prêteur sur gage, 1964. Le prêteur sur gage n'était pas un spectacle à gros budget, mais il est devenu l'un des films américains les plus controversés de la décennie. Réalisé par Sidney Lumet, il racontait l'histoire de Saul Nazerman, un survivant de l'Holocauste tenant un prêteur sur gage à Harlem. Ce qui a secoué le public, ce n'était pas seulement l'histoire sombre, c'était la manière dont elle était racontée. Pendant des décennies, le code de production d'Hollywood avait interdit certains contenus. The Pawnbroker a ignoré ces règles. Il dépeignait le désespoir, la décadence morale et la corruption avec une franchise inédite. Les censeurs ont essayé de le bloquer, mais Lumet a riposté. Il a même convaincu les administrateurs du code d'accorder une dérogation spéciale, la première du genre. Cette seule décision a entrouvert la porte à tous les films controversés qui ont suivi. Certains critiques l'ont salué comme un chef-d'œuvre, d'autres l'ont attaqué comme étant exploiteur et trop dur. Dans certaines villes, le film a été retiré des salles pour être inapproprié pour le public. Pendant des décennies, il est resté difficile à trouver, considéré comme un titre risqué. En y repensant, la plus grande controverse du film n'était pas une scène,
c'était l'ambiance. Il obligeait le public à affronter le désespoir sans une résolution édulcorée. C'était presque impensable dans le cinéma américain avant 1964. Le fait qu'il existe prouve à quel point les années 60 ont démoli l'ancien Hollywood et a forcé l'industrie à mûrir. Les nerfs à vif, 1962. Avant que Scorsese ne le refasse dans les années 1990, Les nerfs à vif étaient déjà un sujet de controverse. Réalisé par J. Lee Thompson et mettant en vedette Gregory Peck et Robert Mitchum, le film racontait l'histoire d'un criminel condamné traquant la famille de l'avocat qui l'avait mis derrière les barreaux. Ce n'était pas seulement du suspense, c'était une menace étendue sur chaque image. La controverse a éclaté immédiatement. Les critiques ont soutenu que le film était bien trop violent et dérangeant pour une sortie grand public. Les implications du rôle de prédateur de Mitchum étaient jugées insupportables. Certaines salles de cinéma ont refusé de le projeter. Les censeurs de la télévision l'ont interdit de diffusion pendant des décennies, affirmant qu'il n'était pas adapté à un public familial. Ce qui le rendait si choquant, c'était la performance de Mitchum. Son Max Cady n'était pas un méchant de dessin animé. Il était calme, calculateur et implacable. Cela faisait frémir le public. L'idée qu'un tel mal puisse se cacher sous un sourire poli terrifiait les gens. Même Gregory Peck a admis que le film était plus sombre que tout ce à quoi il s'attendait. Malgré le contre-coup, Les nerfs à vif est devenu un classique du suspense psychologique. Pourtant, pendant des années, il a été traité comme un film trop toxique pour être diffusé sans lourdes modifications. Les chaînes ont coupé des scènes entières pour essayer d'atténuer l'impact. Elles ont échoué. La menace persistait, peu importe combien elles coupaient. Aujourd'hui, il est salué comme révolutionnaire, mais en 1962, c'était presque trop pour le public. Parfois, la chose la plus effrayante n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que les censeurs essaient de cacher. Alors, voilà, 15 films des années 1960 si controversés qu'ils ont été pratiquement effacés, enterrés ou découpés en morceaux. Ils ont choqué les critiques, enragé les censeurs et laissé le public murmurer longtemps après le générique. Mais l'histoire a une drôle de façon de transformer l'indignation en légende. Lequel de ces joyaux cachés vous a le plus surpris? Partagez vos pensées ci-dessous. Abonnez-vous pour plus d'histoires inédites d'Hollywood. Et souvenez-vous, parfois les films qu'ils ont essayé d'enterrer sont ceux qui vivent pour toujours.